Monsieur le Président, cher Alexis, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Président, je cherchais la CGPME. Heureusement, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le discours de votre Président et j'ai vu la liste de courses s'allonger à mesure qu'il prononçait son discours. Et heureusement, à un moment, Alexis a indiqué qu'il savait pouvoir compter sur moi. J'étais rassuré. J'étais rassuré et je voulais peut-être en ouverture, avant de répondre à certaines des interrogations qui ont été formulées au nom des TRE par votre Président, vous dire le plaisir qui est le mien de me retrouver devant vous, devant cette Assemblée, que je ne méconnais pas, puisque dans les fonctions que j'occupais, que je continue d'ailleurs à occuper actuellement, puisque je suis un élu local, président de département, et que je suis toujours président de département, et spécialiste des questions de mobilité, j'avais eu l'occasion à me confronter aux échanges devant l'Assemblée de l'OTRE d'Île-de-France et j'avais pu apprécier à la fois les particularités de vos différents métiers et les difficultés que vous rencontrez, mais également le très fort engagement de chacune et de chacun d'entre vous. Vous dire évidemment que nous sommes dans un moment complexe, et j'y reviendrai à de nombreuses reprises, un moment complexe qui est lié aux difficultés économiques du pays, aux difficultés budgétaires de l'État, à la grande transition qui est engagée, transition écologique, et j'aurai l'occasion d'y revenir, et je sais que vous êtes pleinement engagé sur cette question, quand bien même elle pose un certain nombre de difficultés pour votre propre activité. Mais je voudrais peut-être partager avec vous d'emblée ma confiance dans notre capacité collective à trouver des solutions, dès lors que nous sommes capables de nous écouter et de co-construire ces solutions, et ma confiance sur un mode de transport qui est aujourd'hui majoritaire dans le pays et dont j'ai la conviction qu'il restera majoritaire dans le pays, tout simplement parce qu'il s'appuie sur des infrastructures qui irriguent l'ensemble du territoire et qui desserrent comme aucune autre infrastructure les Français et les lieux de vie des Français, et que vous utilisez aussi des moyens matériels, des véhicules, qui offrent une souplesse qu'aucun autre mode de transport ne permet d'avoir. C'est la raison pour laquelle, en dépit des difficultés légitimes qui ont été rappelées par votre Président, je voulais partager d'emblée, en ouverture de ce discours, ma confiance sur l'avenir du transport routier, de marchandises comme de voyageurs dans le pays. Vous me permettrez aussi, en ouverture, de saluer la démarche et l'engagement qui a été le vôtre au cours de la période estivale que nous avons connue, au cours de laquelle nous avons accueilli le reste du monde. On a beaucoup parlé d'acteurs qui sont très identifiés, très lisibles aux yeux des Français. On a un peu moins parlé de tous les acteurs de l'ombre dont vous êtes, qui ont assuré la réussite de ce rendez-vous olympique. Et je sais à quel point vous avez été mobilisés, à quel point vous avez su répondre présent et vous réinterroger sur l'ensemble de ces démarches pour assurer le succès de cet événement. Alors, maintenant que j'ai parlé un peu de sucré, je vais essayer de répondre aux interrogations salées de votre Président. Je le disais tout à l'heure, vous êtes en proie à un certain nombre de difficultés, d'interrogations, ou même vous êtes, comment dire, interrogatif, pour utiliser un terme neutre. Vous avez été, en tout cas, vous avez été franc dans vos prises de position, et je vous en remercie, parce qu'il faut toujours être franc lorsqu'on se connaît, et vous avez fait part donc d'un certain nombre d'inquiétudes par rapport à des décisions passées, actuelles ou à venir, qui pourraient impacter votre secteur. D'abord, je voudrais vous rappeler, parce que je sais que ça fait partie des inquiétudes anciennes de votre secteur, et vous confirmer, si d'aventure vous ne l'aviez pas remarqué, que dans le PLF, le projet de loi de finances 2025, le gouvernement a fait le choix de maintenir le taux de remboursement partiel sur le gazole en 2025, ce qui était évidemment très attendu de la profession et qui concourt évidemment à l'équilibre économique de votre activité. Vous m'avez également interpellé sur la déduction forfaitaire spécifique. C'est un sujet qui évidemment impacte clairement votre profession, qui intervient dans un cadre plus général souhaité par le gouvernement concernant à la fois la
c'est difficile à dire, la désmicardisation de la société, et donc d'une évolution des charges qui impactent les salaires en fonction des niveaux de rémunération. Il se trouve, comme je vous l'ai indiqué, que j'ai été alerté déjà sur ce point, et je peux vous dire que j'ai saisi ma collègue ministre du Travail de cette question et que j'ai bon espoir que le dispositif qui aujourd'hui figure dans le projet de loi de finances puisse être revu pour tenir compte des particularités de votre secteur. Lorsque je dis cela, je le dis avec précaution, parce que les choses ne sont pas écrites. Je le dis avec précaution aussi parce que vous avez vu la façon avec laquelle le débat budgétaire se tient dans les différentes assemblées, mais je fais confiance aux sénateurs. Ah bah oui, il faut bien que je transmette les plats de temps en temps. Hein ? Je fais confiance aux sénateurs pour que des nouvelles dispositions puissent être débattues à la Haute Assemblée et puissent être adoptées afin de tenir compte de cette légitime préoccupation que vous avez portée auprès de moi. Ce soir, vous avez beaucoup parlé de la complémentarité indispensable entre les donneurs d'ordre et les entreprises de transport. Je partage totalement cette idée et je considère que le transport routier de marchandises comme de voyageurs nécessite effectivement un dialogue plus fourni entre donneurs d'ordre et entreprises de transport. La connaissance réciproque des contraintes, l'équilibre des relations sont indispensables au bon fonctionnement des marchés. Alors vous évoquez d'abord la juste valorisation des opérations de transport. Il s'agit, dans un contexte de déséquilibre fréquent des relations contractuelles entre donneurs d'ordre et transporteurs et de marges particulièrement faibles pour votre secteur, d'un point fondamental, j'en ai parfaitement conscience, des dispositions législatives existent afin d'encadrer les relations contractuelles dans le transport routier, vous les avez mentionnées, elles doivent être appliquées. Vous avez notamment, vous m'avez alerté sur la question notamment de lutte contre les prix bas. Vous proposez notamment de rendre obligatoire l'affichage des prix sur les bourses de fret et autres opérateurs d'intermédiation numérique. C'est un sujet dont je partage votre préoccupation sur cette question-là. Vous le savez, cela nécessiterait des évolutions législatives, ce qui me permettrait de faire un deuxième dégagement en direction de monsieur le sénateur. Mais vu que je suis très poli, je ne me le permettrai pas. En vous indiquant, non, mais c'est un sujet qui mérite évidemment d'être traité, qui permettra évidemment la liberté des prix et la liberté contractuelle, mais j'ai cru comprendre que votre démarche visait justement à afficher, en affichant le prix, à montrer aussi quelques pratiques qui pouvaient être assez déséquilibrées. Je considère que cela va dans le bon sens et je m'engage en tout cas devant vous à voir de quelle façon nous pouvons faire évoluer cette idée, sachant qu'elle nécessite une évolution législative et que là aussi, je renvoie à toute la situation et à la difficulté dans le contexte actuel de faire évoluer notre droit dans ce pays. Il n'en demeure pas moins qu'il y a aussi un droit existant, un droit qui doit être appliqué. Je vous sais particulièrement attentif sur ces questions. Je voulais évidemment, si d'aventure vous en doutiez, vous indiquer que les services de la DGITM, comme ceux de la DGCCRF, travaillent sur ces questions d'une façon générale et que j'ai demandé, mais en lien également avec mon collègue Nicolas Daragon, qui est le ministre en charge de la sécurité du quotidien, j'ai demandé à ce que nous puissions mettre en place un plan d'action global permettant de mieux contrôler un certain nombre de pratiques sur le transport routier. À cet égard, il y a un certain nombre de pratiques que vous connaissez aussi bien, sinon mieux que moi, notamment sur les pavillons étrangers, sur le travail dissimulé, sur le cabotage, sur le tonnage de certains véhicules, et ça relève de directions différentes. Le tonnage, c'est la question des DREAL, et donc de services qui sont sous mon autorité. Les questions de travail dissimulé dépendent d'autres directions. Enfin, il y a beaucoup de directions qui doivent être mobilisées sur ces enjeux, et nous sommes en train de travailler avec mes collègues, et donc principalement Nicolas Daragon. Nous sommes en train de travailler sur cette question pour que nous puissions faire, dès le début de l'année 2025, des opérations coup de poing, dont j'espère, comme vous, qu'elles produiront leur effet pour vous assurer d'un plus grand respect des règles
communes qui doivent s'appliquer dans votre secteur. Je voulais également répondre à votre interrogation concernant la législation sur l'indexation des prix des contrats, qui permet notamment de couvrir la variation des prix du coût de l'énergie. D'ailleurs, je me souviens que c'était un sujet qui avait été débattu, puisque je ne suis plus maintenant administrateur d'IDFM, mais après la crise ukrainienne et les évolutions tarifaires très fortes sur le prix des carburants, vous m'aviez sollicité sur la nécessité d'ajuster les tarifs, enfin les prix des contrats au réel, et donc d'avoir des clauses de révision beaucoup plus rapides. Moi, je note sur ce point qu'il y a eu un certain nombre d'évolutions, des évolutions qui permettent notamment aux collectivités donneurs d'ordre d'adapter ces contrats. Je sais que le GART, notamment le groupement des autorités responsables de transport, travaille sur ces sujets. Et j'espère, je crois pouvoir noter d'ailleurs avec vous qu'il y a une certaine amélioration sur les contrats. Vous aurez l'occasion peut-être après mon discours de me confirmer ou de m'affirmer les propos, mais j'espère que la culture commune et l'acculturation qu'il peut y avoir entre les donneurs d'ordre et justement les prestataires permettra d'améliorer ces données. Vous avez parlé d'un sujet qui me tient à cœur. Comme tous les autres, mais un sujet qui me tient à cœur, qui est celui qui ne concerne plus le transport des marchandises, mais des transports de personnes, qui est celui des gares routières. C'est vrai que ce sujet des gares routières est un sujet dont je souhaite m'emparer, parce que c'est un objet un peu non identifié dans notre pays. On a la chance d'avoir des grandes infrastructures de transport, des aéroports, des gares, qui jouent un rôle évidemment essentiel dans la mobilité des Français, et qui ont fait l'objet d'ailleurs, qui continuent à faire l'objet de grands travaux de rénovation. Les gares routières, on a un sujet, d'abord pour favoriser l'intermodalité entre le fer, la route, mais sans doute même pour favoriser l'intermodalité entre plusieurs modes routiers. Je pense au car Macron, au car express, dont je souhaite un développement important dans notre pays. Et vous savez, j'aurai l'occasion au début de l'année 2025 de présenter un plan permettant aux collectivités de se saisir et de développer cette offre de transport sur l'ensemble du territoire. Il y a également d'autres modes routiers et il faut sans doute qu'au-delà du service que je souhaite développer sur l'ensemble du territoire, nous ayons la capacité d'avoir un objet et de déterminer par des textes, parce qu'il faudra des textes, mais de déterminer par des textes une collectivité responsable de ces gares routières. Je ne suis pas inquiet d'ailleurs sur notre capacité à trouver un modèle économique pour ces nouveaux objets, parce qu'on peut créer du service également dans ces gares. Et donc je suis convaincu non seulement de l'utilité du dispositif, mais de notre capacité collective à trouver des solutions ensemble. Et sachez que c'est un sujet dont je souhaite m'emparer au courant de l'année 2025, et j'espère, lors de votre prochaine Assemblée générale, pouvoir dresser le bilan positif de mon action sur ces questions. J'en viens maintenant à la question de la décarbonation, qui était un peu un fil rouge aussi de votre intervention. Je ne vais pas revenir sur les chiffres que vous connaissez comme moi sur l'enjeu de décarbonation des mobilités, sur la place des transports routiers dans le niveau d'émissions de gaz à effet de serre du pays. Et je l'évoquais en introduction, c'est aujourd'hui, je pense, très concrètement, une faiblesse du mode routier compte tenu du mode d'approvisionnement et d'énergie utilisée. Mais demain, si on se projette à horizon de 10 ou 15 ans, ou peut-être même avant, compte tenu des avancées technologiques, je suis convaincu que cette faiblesse sera amenée sinon à disparaître, du moins à s'atténuer considérablement, et que par conséquent, vous regagnerez des éléments, et notamment les éléments de souplesse que j'évoquais. Pour y parvenir, il y a évidemment des enjeux. Le premier enjeu, je pense avant tout, c'est de s'appuyer sur la technique. On a des industriels qui sont complètement engagés sur cette transformation, qui le font dans des moments qui sont délicats, avec une concurrence internationale qui est très forte. Nous devons là aussi faire en sorte que les industriels français et européens gagnent cette compétition face à d'autres acteurs qui sont particulièrement puissants. C'est pour ça qu'il faut aussi que la réglementation que nous adoptons au niveau européen ou au niveau national soit adaptée. Il ne s'agit pas
de précéder la technologie. Parfois, on a tendance à vouloir se dire, en fixant, par le simple fait de fixer des normes, on va permettre aux industriels de créer la technologie. Non, je pense que c'est la technologie qui doit gouverner sur le sujet. En revanche, la responsabilité des élus, la responsabilité du gouvernement, à partir du moment où la technologie existe, c'est de favoriser son émergence et de mettre des dispositifs permettant d'accompagner les mutations et essayer de les accélérer, parce qu'il y a un moment aussi, il faut que, une fois que la technologie existe, que les industriels aient la capacité de produire et de produire à plus grande échelle pour qu'on réussisse ces transitions. Alors nous avons commencé à le faire, notamment sur l'électrification et sur l'électrification du parc de poids lourds. Les montants qui ont été alloués dans le budget 2024 à hauteur de 130 millions d'euros pour l'électrification sont le double de ceux de 2023. Et j'ai bien conscience que cette somme de 130 millions d'euros est bien insuffisante pour faire face aux enjeux d'électrification du parc de poids lourds. Et j'ai bien conscience aussi que l'électrification du parc des poids lourds est un sujet qui est encore un peu en devenir, et que toutes les solutions techniques ne sont pas sur la place. Néanmoins, je travaille sur cette question avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher pour que dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, nous ayons la capacité d'écrire ou de réécrire certaines fiches existantes. Et il y a un très fort enjeu pour votre secteur comme pour l'ensemble de la mobilité, pour que les certificats d'économie d'énergie, dont vous connaissez le dispositif, je me permets de vous le rappeler rapidement, c'est 6 milliards d'euros qui sont versés par des obligés qui sont principalement, pour n'en citer qu'un seul, Total et quelques autres entreprises qui servent des énergies fossiles. Ces 6 milliards d'euros qui sont collectés aujourd'hui et qui sont collectés pour moitié sur le secteur des mobilités ne reviennent qu'à 6 ou 7% au secteur des mobilités. Et donc il y a un énorme enjeu pour que ces recettes reviennent davantage sur le secteur des mobilités. Alors rassurez-vous, pas qu'au transport routier, parce qu'il y a d'autres demandes également par ailleurs, pour les transports de particuliers, pour le développement des mobilités actives, mais je considère que nous devons, dès l'année 2025 et sur les années suivantes, faire un travail ensemble, et notamment avec mes collègues et la collègue Agnès Pannier-Runacher, pour que davantage de fiches concernent les mobilités routières, je l'ai évoqué, mais je le dis parce que j'ai dans la salle et je sais qu'il y a un certain nombre de représentants, la question des transports publics et que demain, par exemple, nous ayons la capacité de financer du rétrofit de véhicules ou de cars, ou que nous ayons la capacité de financer ces types de véhicules lorsqu'ils sont électriques et compenser une partie de la différence de prix entre un véhicule thermique et un véhicule électrique, ça me semble être de bonne aloi. Et j'espère, là, dans les toutes prochaines semaines, être en capacité de vous apporter des éléments positifs sur ce sujet. Je terminerai sur quelques points rapidement pour vous dire d'abord que je serai particulièrement attentif à la simplification de l'ensemble des dispositifs, notamment le dispositif PME 2024 a montré son fort attrait au niveau d'aide. Je souhaite que ce projet soit rapidement présenté au Conseil supérieur de l'énergie pour lancer le dispositif au début de l'année 2025. Je terminais l'expression sur les C2E. S'agissant du suramortissement, l'amendement du gouvernement qui corrige le dispositif actuel relatif au régime des aides d'État applicables a été voté par l'Assemblée nationale. Il s'inscrit pleinement dans le sens que vous souhaitez. Je veillerai évidemment avec mon collègue et ami sénateur à ce qu'il figure dans la copie finale du budget. Tu vois que tu vas repartir avec une petite liste de courses aussi. Bah oui, une grosse valise, mais il n'y a pas de raison. Il faut que moi je suis très partageur sur l'ensemble de ces sujets. Je voudrais également vous indiquer, s'agissant de l'attractivité, que je suis convaincu que le meilleur moyen d'accompagner le secteur des transports routiers de marchandises, c'est avant tout de simplifier votre quotidien. Il y a deux sujets qui ont connu des avancées récentes ou qui sont très proches de l'être. Je pense notamment aux 3 arrêtés qui ont déjà été pris sur l'accompagnement des candidats vers les centres de formation. Je pense également, et ça fait écho au petit film que vous avez présenté à la fin, à l'attestation de droit à conduire sécurisé qui devrait être mis en place dans les tout prochains jours, puisque le décret en Conseil d'État est passé au tout début du mois de novembre, il y a la semaine dernière si ma mémoire est bonne, et que par conséquent nous attendons, c'est une question de jours, désormais la publication, la signature de ce décret en Conseil d'État qui permettra d'améliorer considérablement la prise de poste des titulaires des différents permis.
Je voudrais, pour terminer vraiment, vous dire un mot sur un sujet sur lequel vous m'avez interpellé et qui va m'occuper également dans les prochaines semaines, les prochains mois, et qui est votre outil de travail, à savoir l'infrastructure. Vous utilisez une infrastructure routière, je l'évoquais tout à l'heure, 1 million de kilomètres à travers le pays, et une infrastructure qui assure, et je pense que vous partagerez avec moi ce constat, la compétitivité et l'attractivité du pays, parce que nous sommes réputés en France pour avoir des infrastructures de qualité. Force est néanmoins de constater que ces infrastructures vieillissent, que la France n'a plus tout à fait la même position sur ce sujet. Il y a une étude qui avait été réalisée il y a 4 ou 5 ans qui montrait que nous étions passés de la première à la 18e place mondiale sur la qualité de nos infrastructures et que le niveau des investissements trop faible depuis des années et des années fait que nous avons accumulé une dette grise. Une dette grise, ça signifie que tout simplement on n'a pas fait les travaux, que ça ne se voit pas dans un premier temps, mais qu'au bout d'un moment, il peut y avoir des conséquences redoutables pour l'ensemble de nos infrastructures. Je me permets d'ailleurs à ce sujet de vous citer l'exemple de l'Allemagne qui, en 2 ans, s'agissant de ses infrastructures ferroviaires, a connu de très grandes difficultés qui ont eu pour conséquence de réduire de plus de 20 points la régularité du système de transport allemand qui connaît de très grandes difficultés. Et quand je dis ça, je ne m'en réjouis évidemment pas, mais je veux simplement vous faire toucher du doigt la fragilité de l'ensemble du dispositif et la nécessité donc d'investir et d'investir davantage sur l'ensemble de nos infrastructures aéroportuaires, portuaires, ferroviaires, routières. Pour cela, il va falloir que nous fassions preuve, au-delà du diagnostic, qui je pense est partagé, d'un peu d'inventivité, parce qu'évidemment, le budget de l'État ne pourra pas être en capacité de répondre à l'ensemble des besoins. Puis j'ai entendu également votre remarque sur l'écotaxe. Je ne ferai pas de digression par rapport à ce sujet. Vous savez que c'est un sujet porté par une collectivité locale et la loi le permet. Et qu'en tant que ministre des Transports, j'ai fait en sorte d'accompagner cette collectivité et les acteurs économiques pour qu'un certain nombre d'exonérations puissent être prises en compte. Je sais que ça ne vous donne pas pleinement satisfaction, mais qu'on a essayé de faire en sorte que les acteurs les plus impactés, qui ne sont pas sur du trafic de transit, parce que l'enjeu de cette écotaxe, c'est aussi de faire contribuer un trafic de transit au financement d'une infrastructure, mais donc que ces acteurs économiques ne soient pas touchés par l'écotaxe. Je reviens au sujet des infrastructures pour vous dire que nous aurons, à partir du mois de février prochain, et j'espère que vous pourrez y contribuer pleinement au travers d'auditions, au travers de contributions que vous pourrez faire et de contributions publiques, j'organiserai donc une conférence nationale sur le financement de la mobilité et qui aura pour objectif, au-delà du diagnostic, de trouver les voies et les moyens permettant d'augmenter la part consacrée par la nation au financement de ces infrastructures. Les besoins sont sans doute d'1,5 milliard, 2 milliards d'euros supplémentaires par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Et au-delà de la marge, de trouver les moyens financiers et juridiques de consolider une trajectoire qui soit lisible dans la durée. On ne peut plus vivre au rythme de l'annualité budgétaire et des à-coups que nous connaissons au gré des difficultés du budget de l'État ou des plans de relance qui peuvent être lancés par les uns et les autres. C'est pas tenable. C'est pas tenable pour un ministre des Transports qui, à partir du mois de juin ou du mois de juillet, est obligé d'aller voir les territoires en disant « Ah, parce qu'on avait signé, ce qu'on avait prévu, finalement, ça ne sera pas possible ». C'est pas tenable vis-à-vis des entreprises et des acteurs économiques qui prévoient sur de la longue durée des investissements parce que ça se prévoit des années à l'avance et que ça se réalise. Et il y a beaucoup de PME qui sont engagées, évidemment, dans ces chantiers-là. Et là non plus, on ne peut, enfin, c'est pas raisonnable de se dire à 6 mois ou à 1 an de l'échéance que finalement le calendrier qui était initialement prévu ne pourra pas être tenu. Et donc il faut que nous fassions preuve d'une très grande responsabilité et d'inventivité, je le disais tout à l'heure, pour construire cette trajectoire et asseoir un financement durable de nos infrastructures. Là-dessus, je voulais partager avec vous à la fois des risques, et notamment on a une évolution de la TICPE dans notre pays qui va aller en diminuant compte tenu de l'électrification du parc de véhicules, mais des opportunités. J'ai évoqué l'opportunité tout à l'heure des C2E et notre capacité à mobiliser sur certains objets ces C2E, notamment pour la mobilité. Je pense que nous avons également en responsabilité la question de l'avenir du modèle autoroutier dans notre pays à poser, puisque, vous le savez, les sociétés d'autoroutes aujourd'hui ont 12 milliards d'euros de recettes de péages, qui sont des péages qui sont payés par les Français
et particulièrement par les transporteurs routiers. Je ne vous annonce pas aujourd'hui ni une hausse ni une baisse de ces recettes. Je vous dis simplement qu'on a, autour du sujet autoroutier, et compte tenu de la fin annoncée des concessions, on a sans doute un travail et une réflexion à conduire pour que ces recettes qui aujourd'hui viennent de la mobilité et qui ne sont pas affectées à la mobilité puissent concourir à cet enjeu important de financement de l'ensemble de nos infrastructures. Voilà en quelques mots, et je suis désolé d'avoir été peut-être un petit peu long, mais je souhaitais aussi répondre de façon précise aux interpellations faites avec beaucoup d'élégance, mais parfois avec un peu d'insistance. Mais il a raison, vous avez un président qui vous défend, avait fait lors de son discours. Et vous me permettrez vraiment pour conclure de vous dire, au-delà de la joie qui est la mienne de partager ces moments avec vous, de la confiance que je peux avoir sur notre capacité collective à transformer le modèle et à réussir, malgré les difficultés que j'ai évoquées, ces différents chantiers, vous dire ma très grande disponibilité aujourd'hui et demain pour répondre à vos différentes interrogations. Je vous remercie. Merci. Très bien, super.